Continuer. Après le diagnostic, on a eu un retour d'information qui était très important sur les avis des professionnels, les avis des administrations, mais aussi nos avis comme experts parce qu'on a visité, on a vu. L'idée pour faire des propositions d'amélioration, ce n'est pas d'aller directement comme ça, mais il faut comparer la situation algérienne avec tout ce qu'on a vu, avec d'autres expériences. Et ça, on l'appelle un benchmark. Alors, ce qu'on a fait, c'est ce tableau-là, qui compare quelques indicateurs par rapport à l'Algérie, Tunisie, Espagne et France. Alors, premier fait marquant, ce qui est en rouge, une production entre Tunisie et Algérie, elle est presque semblable, bien que on a plus d'aquaculture qu'ici. L'Espagne et la France restent aussi des pays extrêmement producteurs. Là, la consommation, mais ça c'est un calcul classique qui a été revu par un des experts de Diveco 2, où il a pu recalculer d'une autre façon beaucoup plus intelligente, surtout au niveau des importations, pour relever la consommation à peu près à 5 kg. Mais ça reste faible. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer Tunisie et Algérie parce que c'est 4 fois la population. Donc c'est normal que nous on consomme plus, mais c'est un calcul statistique, réellement. Alors si on compare avec l'Espagne et les Français, c'est des pays beaucoup plus consommateurs des produits de la pêche, réellement. Par rapport au à la marée et marché de gros, en Algérie, on retrouve 12 à la marée. Il y a ceux qui fonctionnent, il y a ceux qui ne fonctionnent pas. En Tunisie, c'est 41 à la marée et 2 marchés de gros, ce qu'on appelle les marchés d'intérêt nationaux. En Espagne, c'est 291 à la marée, mais remarque, quand on dit Espagne, ce n'est pas seulement la partie géographique qui est alignée avec l'Union européenne. C'est aussi toutes les îles partout dans le monde. L'Espagne, ce n'est pas seulement cette partie-là. Les Français, ils ont 42 à la marée et plusieurs marchés de gros. Ce qui est aussi frappant, c'est que en Espagne et en France, on retrouve toujours des mercuriales, c'est-à-dire des relèvements de prix, des quantités, des espèces. En Tunisie, oui, mais seulement dans les marchés d'intérêt nationaux, pas dans les à la marée. Il y a des prises, des relèvements, mais il n'y a pas de publication d'informations. Ils sont toujours confinés au niveau de l'administration. Mais au moins, on a un retour d'information. Le mercurial journalier au niveau de l'Algérie, il n'existe pas. Mais aussi des ventes. Là, quand je dis pourcentage, GMS, c'est grande et moyenne surface. Tunisie, Algérie, les quantités vendues, elles sont pratiquement négligeables par rapport à ce qui se vend au niveau des poissonneries des marchés municipaux. Alors qu'en Espagne, c'est à peu près 45%, en France, 70%. Le nombre de détaillants, j'arrive pas à le retrouver en Algérie, pour faire une comparaison. En Tunisie, il est à peu près 2250. En Espagne, 10 000. En France, 7 500. Alors, par rapport au mécanisme de régulation de marché dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a aucun, pour l'Algérie, pour les produits de la pêche au moins, pour les fruits et légumes, ça existe pour certaines filières. Alors qu'en Tunisie, il y a quand même un fonds de développement de la compétitivité de l'agriculture et de la pêche, dont une partie qui intervient pour les produits de la pêche, c'est géré avec des groupements interprofessionnels, faits avec des filières. En Espagne et en France, c'est par rapport à la politique agricole commune, qui intègre aussi le volet pêche. Si je me concentre sur ces structures qui font de la régulation de marché, je donne les 3 exemples des autres pays où ça existe, dans le benchmark. En Tunisie, c'est le GIPP, en Espagne, c'est la FROM, et en France, c'est France Agrimaire. Anciennement, c'était un office qui s'appelait Ofimer. Après, ils ont regroupé toutes les filières dans une superstructure qui fait toutes les filières agricoles et de la pêche. Alors, par rapport aux missions, aux ressources budgétaires, leur mode de fonctionnement, là, je vais vous proposer 2 cas assez brefs. Alors, par exemple, en Tunisie, pour financer le repos biologique qui se fait dans la zone sud, ce n'est pas des subventions sur le budget de l'État. C'est des prélèvements par rapport, c'est une forme de taxe qui est prélevée sur les opérations de vente. Là, c'est 1% pour financer ce fonds, 1% sur les prix de vente en gros pour la production locale
et 2% sur la valeur en douane pour l'exportation. C'est un peu frappant et c'est beaucoup. Et nos professionnels se plaignent parce que taxer 2% avec tous les taxes qui existent, TVA et toutes les panoplies fiscales, ajouter ça, c'était très difficile. Ils ne l'ont pas accepté du jour au lendemain, c'est très difficile, et ils continuent à résister à ça. Mais ils payent. On reçoit l'argent, le fonds il est fonctionnel. Ceux qui arrêtent la pêche pour le sud, pour le chalutier, ils reçoivent leur salaire. Et c'est un consensus entre l'administration et le syndicat, c'est-à-dire la représentation, entre guillemets, officielle des pêcheurs. Le groupement, il n'est pas composé seulement d'administrateurs, il est composé d'administration et de professionnels. D'accord ? C'est un lieu de confrontation. Il n'est pas fonctionnel sur un budget de l'État. C'est ce que j'insiste à dire. Ce n'est pas un budget qui est donné par l'État. C'est un budget qui est géré par l'État, mais c'est l'argent des professionnels. Et ils sont des membres. Et le président du groupement ne peut être qu'un professionnel. Nous, la structure, elle fait qu'on a beaucoup d'industries de la pêche, c'est-à-dire des conserveurs, des gens qui font de la congélation, qui font des marinades, de la salaison. Ils sont représentés, mais aussi il y a les pêcheurs. Toute forme de pêche, que ce soit des chalutiers, des petites embarcations et des aquaculteurs. Ça, c'est un modèle de fonds. Un autre fonds pour travailler sur le fonds de développement, c'est un taux de 2% à l'importation ou à la vente sur le marché local. Ça veut dire quoi? Quand moi je suis détaillant, j'achète une caisse à 1000 dinars, je paye 1000 dinars plus les 2%. Et après, je facture tout ça vers le consommateur. C'est-à-dire réellement, tout cet argent, il est reporté vers le consommateur. Ça fait que ça augmente un peu le prix, mais aussi ça garantit la durabilité du secteur. C'est qu'il est autofinancé, d'une autre manière. Ce genre de groupement, il travaille sur plusieurs missions. Assurer l'équilibre du marché, c'est faire de la régulation, peu importe quel que soit le produit, d'intervenir. De faire la promotion des exportations. Nous aussi, on a le semblable d'Algex en Tunisie qui s'appelle CEPEX, qui fait de la promotion, mais ce genre de structure, il fait des interventions, disons, à l'horizontale, multisectorielles. Les groupements, il y a d'autres groupements en Tunisie qui s'occupent des légumes, des viandes avicoles et cunicoles, les lapins. Il y a un groupement qui s'occupe des viandes rouges et du lait, c'est-à-dire un groupement, il se spécialise dans sa filière. Et qui sont alimentés par ce genre de fonds. Donc, et c'est jamais le budget de l'État. Dans le cas de France Agrimer, le fonds de financement de la pêche, une taxe qui diffère selon la destination du produit. Alors c'est soit 0,2% pour les destinés à la conserve ou à la semi-conserve, les 0,27% pour les autres produits. Alors, ça aussi c'est un genre de fonds qui alimente France Agrimer. Mais il y a aussi, France Agrimer, c'est une méga structure. Il y a d'autres taxes qui sont prélevées sur d'autres filières. Ça, c'est un modèle de gestion qui est ajouté par rapport au classique, aux autorités compétentes en matière de régulation du travail de la pêche, qui est la DGPA, et de la DSV. Il y a aussi, à part les syndicats, ce genre de structure qui regroupe un peu tout le monde. D'accord ? Je sais qu'il y a une mission de la DVECO qui a travaillé sur les chambres de pêche. Elle a aussi des actions à mettre en œuvre. Je ne sais pas si on peut comparer aujourd'hui les chambres de pêche à ce mécanisme-là ou non. On fera après le débat. Donc, tout ça pour vous montrer un peu ce qui existe ailleurs et ce qui n'existe pas en Algérie en termes de modèle. Alors là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est 4 actions, grandes actions. Ce n'est pas une activité. La première, c'est d'améliorer le système de contrôle et de suivi. Assurer la durabilité inclusive et l'équilibre du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture. Troisièmement, amélioration des conditions des marchés de gros et des marchés municipaux avec tout ce que vous avez vu au niveau du diagnostic. Et quatrièmement, et ça c'est très important, c'est le volet immatériel, c'est les formations. C'est les formations et sensibilisation des professionnels et des consommateurs. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place toute une panoplie juridique, il faut que le professionnel sait comment s'adapter à cette réglementation. On ne va pas lui donner seulement des exigences, où on lui demande d'appliquer. Il faut aussi lui montrer comment appliquer. Et ça, c'est le rôle des guides de bonne pratique.
On va aller action par action, mais d'une façon assez rapide, comme ça on passe au débat. Alors, l'objectif c'était de garantir un suivi régulier des conditions sanitaires, économiques et fiscales de la filière de la pêche, assurer un financement, ça c'est ce que j'appelle pas seulement durabilité, c'est de la durabilité inclusive, c'est beaucoup plus poussé, et assurer un équilibre du marché. Aussi d'améliorer les conditions du marché, des marchés, que ce soit de gros ou des marchés municipaux, parce qu'on a vu que les poissonneries peuvent aussi servir d'exemple ou de modèle pilote, parce qu'ils font un excellent travail quand même. Et finalement d'assurer la formation et sensibilisation des professionnels du secteur de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, mais aussi des consommateurs. Il faut aussi sensibiliser le consommateur, parce que le consommateur, il ne sait pas qu'il ne doit pas acheter des coquillages tels qu'ils sont vendus sur le 1er mai. Je ne peux pas le blâmer. Il n'est pas, quelque part, informé du danger derrière ce produit. Et c'est à ça que servent les associations de producteurs ou les organisations de défense des consommateurs, partout dans le monde. C'est d'éduquer le consommateur, si le terme il est permis. Alors, ce qu'on propose au niveau de l'action 1, c'est la mise en place d'un système de suivi des prix au débarquement et dans les marchés, moyennant des mercuriales publics et quotidiens, soit fait de façon quotidienne pour que vous ayez une base. Après, vous pouvez l'analyser et mettre des conclusions, parce que nous, on n'arrive pas à relever ces prix-là, seulement à faire des estimations. Mais quand vous avez toute la base de données, vous pouvez faire un exercice quantitatif et non plus qualitatif. L'élaboration des guides de bonnes pratiques d'hygiène, qui est d'ailleurs en cours, j'ai appris que c'est en cours, pour chaque maillon de la chaîne de valeur. Ce n'est pas seulement pour les pêcheurs. C'est pour les pêcheurs, détaillants, mandataires, grossistes, enfin, tous les gens qui sont impliqués dans la chaîne de valeur des produits de la pêche et de l'aquaculture. Moi, je trouve que c'est une opportunité aussi d'élaborer des cahiers de charges pour les poissonneries. Il y avait eu une idée au niveau du focus group que le guide de bonne pratique d'hygiène pourrait suffire. Moi, je suis beaucoup plus confortable quand il y a un cahier de charges. Parce qu'un cahier de charges, il est beaucoup plus petit qu'un guide de bonne pratique. D'avoir au moins qu'est-ce que doit présenter un détaillant au niveau de son point de vente. Quelles sont les conditions qu'il doit présenter. Formulé dans un cahier de charges, je crois que c'est le minimum juridique qu'on peut faire. Alors, la mise en place d'un système de traçabilité, ça on le verra sur le slide d'après. La formation des intervenants aussi sur le système de contrôle sanitaire des stages et des formations de perfectionnement. J'espère que c'est prévu aussi dans notre volet sanitaire, parce que la majorité des vétérinaires que j'ai rencontrés me disent on est plutôt formés sur d'autres espèces animales, mais pas sur les produits de la pêche. Donc, sincèrement, ils font un effort personnel de chercher les informations. Donc, c'était aussi une remarque qui est rapportée à partir des vétérinaires qu'on a rencontrés sur le terrain, d'avoir des formations ou des cycles continus, ou ce que le terme le permet, pour renforcer leur capacité en termes de contrôle sanitaire, surtout dans les halles à marée et dans les régions intérieures. C'est-à-dire les gens qui sont appelés réellement à exercer le métier de contrôle. Là, si je vais sur le système de traçabilité, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas aller directement sur un volet juridique. Le volet juridique, et grâce au ministère du Commerce, on a appris qu'il y a une exigence de traçabilité qui est mentionnée dans la réglementation, mais d'une façon horizontale. C'est-à-dire, il y a l'exigence pour tous les produits d'avoir de la traçabilité. Mais il n'y a pas actuellement un système qui est mis en place en Algérie ou un manuel de procédure pour la traçabilité. Ce qu'on propose, c'est qu'on commence avec une halle à marée, pilote. Là, je crois qu'il y a la mission de halle à marée qui se fait dans le Diveco 2 qui est en train de travailler sur Mosquianem. Salamandre, excusez-moi. Et de rejoindre cette halle à marée, de commencer un modèle pilote. C'est-à-dire on va développer des procédures de traçabilité, quelles sont les informations nécessaires et les responsabilités de relèvement des informations, de développer un logiciel de traçabilité où à la limite il y a des standards qui sont utilisés, comme celui de Tracefish, assurer la formation de ces mandataires pour qu'on mette en place le système qui commence à tourner, et il faudra actuellement acquérir quelques matériels qui sont assez simples, c'est des PC, des bascules et des étiqueteuses. C'est pas du matériel vraiment très lourd. C'est le système, s'il est efficace, ça va donner de bons résultats. Alors on va opérationnaliser le système
mettre en place, il commence à tourner dans cette à la marée pour faire une évaluation. Et après, on peut aller vers le développement du cadre juridique. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est par exemple cette étiquette. Il y a des éléments qui doivent être mis, il y a des éléments que peut-être c'est un peu tôt, par exemple les codes à barres et les QR codes, peut-être c'est pas la peine, mais au moins il faut mentionner quelques informations que, à notre sens, moi et mon collègue, sont très importants. La méthode de production et zone de capture, l'engin de pêche, le nom commercial, le nom scientifique, le code FAO, le poids net, le producteur, son adresse et la date de durabilité minimale. Et les conditions de conservation. Ça se fait à l'étranger, l'Union européenne, en Tunisie. On n'a pas encore ce système-là. On est en train de se battre pour le mettre. Il n'existe même pas. Mais on a quand même une idée, à partir des certificats sanitaires, à retrouver l'embarcation. C'est qu'aujourd'hui, quand je vois le système INN qui est mis en place, je trouve que c'est le mandataire qui signe. Alors que l'idée de l'INN, c'est de partir à l'ascendant et retrouver l'embarcation. Donc c'est une obligation quelque part que c'est l'embarcation qui signe, et non pas le mandataire. Ça, c'est un avis. Sur l'action 2, c'est-à-dire assurer la durabilité inclusive de l'équilibre, on ne peut pas toujours compter sur le budget de l'État. Ce n'est pas toujours le cas. Alors ce qu'il faut, c'est, on a dit, charger ou créer une structure qui peut être comme leur homologue à l'étranger. C'est pour ça qu'on a dit charger ou créer pour réfléchir à l'éventualité de mettre les chambres de pêche, pour assurer la mission de promotion, veille, régulation de marché et encadrement de la profession. La création d'une caisse, avant j'ai mis fonds lors du focus group, on a trouvé que le mot caisse est mieux adapté au contexte algérien, il est beaucoup plus accepté que le terme fonds. On l'a changé, on a dit création d'une caisse financée par les professionnels. Et elle sera au service des professionnels pour assurer la durabilité du secteur. Sensibiliser davantage les opérateurs du secteur sur les bénéfices et avantages de création de consortiums, quelle que soit la forme. Association, coopérative, toutes les formes juridiques permises en Algérie. Parce que ce regroupement permet de réduire, par exemple, les charges de travail et d'améliorer la rentabilité. L'action 3, et ça c'est très important, c'est la réhabilitation des marchés de gros. Maintenant qu'on a vu la réglementation, ça devrait être appelé plus marché de gros, mais à la marée, de Sidi Bel Abbès et de Saïd. Parce qu'il y a du travail à faire. Par rapport à Sétif, je sais que l'association des grossistes de Sétif, en collaboration avec la DPRH de Sétif, ils ont fait la demande pour que les grossistes rejoignent Magro. Je sais qu'avant, il y avait un programme de création de 10 marchés de gros pour les produits de pêche. Il a été mis en veilleuse. Il y a la création de structures de Magro. Pourquoi pas rejoindre Magro? C'est une des propositions qu'on fait aujourd'hui. Alors, mais aussi une mise en place d'un plan de mise à niveau des marchés municipaux. C'est-à-dire, il faut formuler tout un programme d'assistance parce que l'échantillon qu'on a vu, les produits ne devraient même pas être consommés, quelque part, parce que ça pourrait porter atteinte à la santé du consommateur. Mais aussi étudier l'opportunité de spécialisation des nouveaux marchés municipaux. Ça, c'était une idée qui a été discutée avec le ministère du Commerce. Il y a des marchés municipaux aujourd'hui, il y a celui qui n'est pas fonctionnel ou des nouveaux marchés. D'étudier l'opportunité de les spécialiser peut-être en les transformant ou en faisant de la reconversion pour qu'ils soient adaptés, au travail de marché de gros. Dernier point, comme j'insiste toujours sur les formations, c'est d'assurer les formations des professionnels sur la manutention des produits. Parce que quand on fait l'analyse SWOT au niveau de la mission, on retrouve toujours que les produits arrivent quand même, ils sont achetés à une qualité qui n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais après, c'est un peu le laisser aller, ne pas glacer, faire des mauvaises pratiques, où ça réduit la qualité du produit. Et les guides de bonne pratique seront un très bon support de vulgarisation. Dernier point, c'est la sensibilisation des consommateurs à travers des campagnes de sensibilisation et d'information par rapport à la consommation des produits de la pêche, mais aussi à la qualité et salubrité des produits de la pêche.
Il y a des pratiques que nous, consommateurs, on pourrait faire, acheter du congelé, décongeler, recongeler. C'est des pratiques qu'on pourrait faire comme consommateur parce qu'on ne sait pas que le produit, ça y est, une fois décongelé, ça y est, on ne peut plus le recongeler. Ça, c'est la mission généralement des associations, des protections des consommateurs ou s'il y a un organisme qui défend les consommateurs. Voilà. Là, je vous ai présenté les 4 grandes actions. Ces actions ont été discutées avec les gens qui étaient présents au niveau du focus group. On a pris en considération leurs remarques. J'espère que j'ai tout pris. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.